20h à l'écoute des programmes de la télévision Futur Média, le journal. Les avertissements des centrales syndicales face au licenciement dit abusif de nombreux travailleurs. Les syndicats veulent faire face. Une marche nationale est annoncée. Le programme 100 000 logements, un échec selon le directeur de la construction et de l'habitat qui avance un déficit très conséquent en deçà des attentes annoncées. L'Université du Sénégal oriental prend forme. Les bâtiments encore en construction sortent de terre. Le ministre de l'Enseignement supérieur a fait le constat lors de sa visite dans le site. Le Mawlud se tient le 15 de ce mois. À cette occasion, l'oignon est très utilisé. L'ASCOSEN, comprenez par là l'Association des consommateurs du Sénégal, exige un approvisionnement plutôt du marché. Et puis en sport, au football, qualification de la CAN Maroc 2024, retour sur le match nul frustrant des Lions hier lors de la réception du Burkina Faso. Le Sénégal déjà au Malawi pour y croiser le Burundi lundi prochain pour la deuxième journée de la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de la télévision Futur Média. Je vous l'annonçais dans les titres. Les licenciements tous azimuts constatés plutôt depuis quelques mois inquiètent les syndicalistes. Pour eux, le nouveau régime avec ces mesures crée beaucoup de difficultés, surtout avec le slogan Djoub Djoubel Djoubanti. Et pourtant, les centrales syndicales voulaient donner du temps au président. Mais la situation est actuellement très alarmante. De ce fait, elle compte se faire entendre bientôt. Avec une marche nationale, c'est pour dénoncer justement ces licenciements. Nous écoutons là-dessus le reportage signé Papa Faraning et Ahmadouba. Des licenciements au port autonome de Dakar, dans le secteur du BTP, de l'énergie ou même de la presse, des pertes d'emplois qui se multiplient depuis quelques mois. Cette situation morose est due à plusieurs facteurs. Au moment des manifestations incontrôlées, beaucoup de stations-service ont été cassées. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils cassent une station-service Total, une station-service Shell, entre autres, ils ne cassent pas les biens du groupe Total ni du groupe Shell, mais ils cassent les biens d'un Sénégalais comme vous et comme moi. Vers un changement radical de régime politique majeur, avec beaucoup de promesses et beaucoup d'espoir nourris. On veut réformer, certes, on veut faire des études, certes, mais on licencie. Le BTP et le secteur de l'énergie ont payé le plus lourd tribut à cause des événements politiques qui avaient secoué le pays. Donc quand l'État bloque les prix, les importateurs du secteur, y compris la SAR et d'autres acteurs, vont alimenter le pays, ils achètent plus cher, ils vendent à un prix fixe. L'État a pris la décision de voir clair sur les questions de foncier, sur les chantiers qui sortaient par-ci, par-là, surtout au niveau de la corniche, et a tout bloqué. Mais cette situation a bloqué également énormément d'emplois. Le système de la sous-traitance a aussi fragilisé les emplois. Le foisonnement des sociétés d'intérim qui emploient, qui utilisent, qui abusent et qui violent les droits des travailleurs, qui ne sont pas protégés. Malgré cette situation difficile des travailleurs, le mutisme des centrales syndicales inquiète plus d'un. D'ores et déjà annoncé, la première étape de ce plan, c'est d'organiser une marche nationale de protestation contre les violations des droits des travailleurs dans plusieurs secteurs d'activité. Après sa prestation de service, un mois après pratiquement, il a convoqué les organisations syndicales majeures et on a eu un long entretien. Dès lors, il était normal, il est tout à fait normal d'ailleurs, que les organisations syndicales prêtent encore l'oreille et patienter un peu. C'est ce qui justifie un peu ce calme qui précède la tempête. Beaucoup de pertes d'emplois constatées depuis l'avènement de ce nouveau régime avec l'implantation des principes du Djoub Djoubel Djoubanti, au slogan des nouvelles autorités qui ne fait pas beaucoup d'erreurs dans le monde du travail car des personnes sont maintenant dans la rue.
L'ancien commissaire de police Cheikhouna Keita a été placé en garde à vue hier vendredi dans les locaux de la division des investigations criminelles. L'arrestation de cet ancien commissaire de police est consécutive à ses propos jugés outrageants à l'endroit du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Il est reproché à Keita d'avoir diffusé une fausse nouvelle. Au Sénégal, le déficit de logement dépasse actuellement les 500 000 unités. L'annonce est du nouveau directeur de la construction et de l'habitat. Cette situation affecte gravement le pouvoir d'achat des Sénégalais et pousse aussi à la prolifération des bidonvilles. Moussa Tine pointe ainsi du doigt le programme des 100 000 logements. En 5 années, a-t-il dit, seulement 1500 logements ont été réalisés sur les 100 000. Rufisque Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Après analyse, le nouveau directeur de la construction et de l'habitat déclare avoir trouvé un secteur en souffrance, comme en révèlent les chiffres. Le Sénégal est confronté à une demande croissante en logement, estimée à 12 000 unités par an. En 2016, le déficit de logement s'élevait déjà à 322 000 unités. Ce qui a d'ailleurs motivé l'adoption de la loi d'orientation sur l'habitat social. Mais en 2024, ce déficit a malheureusement dépassé les 500 000 unités. Ce chiffre alarmant témoigne d'une pression sociale de plus en plus forte sur nos compatriotes. Le projet des 100 000 logements tel qu'il est conçu a montré ses limites selon le successeur d'Amadou Thiam. Il estime que le concept État bâtisseur peut être une alternative. Ce concept appelle à une intervention plus directe et active de l'État dans le processus de création de logements. Nous devons bâtir un secteur du bâtiment fort et autonome, capable de relever le défi de la construction massive de logements. Aujourd'hui, notre secteur du bâtiment est trop dépendant des importations, ce qui impacte lourdement le coût de la construction. Nous croyons fermement à l'autosuffisance dans ce secteur et cela passe par le développement d'une main-d'œuvre formée, qualifiée, équipée et motorisée, ainsi que par la création d'une industrie locale de matériaux de construction. Il est dit. Et pour réussir ce pari, Moussa Tine sollicite le concours de tous les acteurs du secteur du bâtiment, architectes, bureaux d'études, promoteurs immobiliers, entreprises de construction, acteurs parapublics, entre autres. Abdou Diouf Diagne, merci. Sur 27 bâtiments attendus, 21 sont déjà sortis de terre dans le chantier de l'Université du Sénégal oriental. Une très grande satisfaction sur l'état d'exécution des travaux, déjà estimé à 25% selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il était en visite dans le dit site. Abdourahmane Diouf a profité de la cérémonie pour annoncer le démarrage des apprentissages prévus à compter du mois d'octobre prochain. Un reportage signé Ibrahima Diabakhate et Mamadou Diouf à la caméra. La rentrée universitaire 2026-2027 pourrait être effective à l'Université du Sénégal oriental. C'est du moins la révélation faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en visite de chantier, où il a constaté que les travaux ont atteint un taux d'exécution de 25%, dépassant largement les prévisions. Sur 27 bâtiments de l'université, il y en a déjà 21 qui sont sortis de terre avec une qualité remarquable. Et vraiment, encore une fois, au-delà de nos prévisions. Donc nous espérons, et c'est l'engagement que l'entrepreneur a pris, qu'au plus tard, je dis bien au plus tard, en octobre 2026, les cours pourront commencer ici à l'Université du Sénégal oriental. On est à 25%. Et 25% là où on aurait pu s'attendre entre 12 et 15%. Donc c'est vraiment encore en avance. Mais je ne félicite pas, j'encourage. Parce que si on nous rend l'université bien avant, cela veut dire que les populations de Tambacounda seront soulagées avant les 2 ans. Pourquoi pas? Le gouverneur a émis une excellente idée en disant pourquoi on ne ferait pas 3 équipes et faire du travail 3 x 8. Si l'entrepreneur peut le faire, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas rêver d'une ouverture l'année prochaine? Mais on ne s'engage pas sur ça. C'est une possibilité, mais on ne s'y engage pas. Mais on sait qu'au plus tard, dans 2 ans, l'Université du Sénégal oriental va ouvrir ses portes. Les populations de cette partie du sud-est du Sénégal devront prendre encore leur mal en patience en attendant l'ouverture de l'Université du Sénégal oriental annoncée pour octobre 2026.
Journée d'investissement aujourd'hui. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, n'est pas en reste. Il a investi la baie de Hann pour une opération de nettoyage de grande envergure. Selon Mohamedou Lamine Samba, chef de département exploitation Dakar banlieue de l'ONAS, la pollution est due au rejet des matières solides et des eaux usées non traitées et jetées en mer. Il soutient par ailleurs que le projet de dépollution de la baie de Hann est en bonne voie. Mohamedou Lamine Samba est avec Ablaye Paté Hann. Impliqué. D'abord, parce que c'est une journée où les services techniques de l'État sont impliqués. L'autre aspect, c'est que la zone qui a été choisie pour faire cette journée est une zone dans laquelle l'ONAS est en train de dérouler un projet vraiment emblématique. Et le projet de dépollution de la baie de Hann, où on prévoit de déconnecter toutes les eaux usées qu'on rejetait directement dans la mer et de les raccorder au niveau d'une station d'épuration qui est en cours de construction. Les populations de la zone ont l'habitude, et c'est le fait, de rejeter leurs eaux usées au niveau de la mer sans être traitées. C'est dans ce sens que ce projet en cours est en train de dérouler parallèlement un volet IEC. Et ce volet, c'est d'accompagner les populations et les industries dans le sens où un traitement avant rejet à la mer est important. On accompagne ces industries dans ce sens et de fait, des unités de pré-traitement sont prévues à la sortie de leur industrie avant le rejet dans les ouvrages d'assainissement de l'ONAS où un traitement secondaire est prévu. Colobane, Gouy, Mouride, ce quartier de la commune de Rufisque-Est fait face à un problème d'assainissement. Beaucoup de rues sont impraticables, surtout en cette période d'hivernage. Les habitants prennent ainsi leur destin en main en achetant une machine à pavage, une première en tout cas d'ailleurs dans cette localité. Ils ambitionnent de paver l'ensemble des 17 quartiers de la localité qui compte 40 000 âmes. Ils veulent aussi, à travers cet engagement communautaire, créer des emplois. Écoutons plutôt Pape Konaté, il est le président du collectif pour le développement de Colobane Gouy Mouride. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Le challenge vient de démarrer. On va challenger tout Colobane Gouy Mouride avec des rues sans sable. C'était notre objectif. Ça fait plus de 3 à 4 ans. Maintenant, la machine est arrivée. Ce n'est que le début de ce que nous allons faire. C'est-à-dire, on ne se substitue pas au maire et à l'État du Sénégal, mais on est en train de montrer que les populations aussi, à travers des associations, peuvent faire des choses qui peuvent avancer, qui peuvent faire avancer le Sénégal. C'est-à-dire, on ne pouvait pas se dire qu'on va faire venir une machine, faire des pavés et en rester là. On a réfléchi de façon très intelligente pour dire que, attention, pourquoi ne pas en même temps commander des moules pour qu'au finish, que ce soit une entreprise qui crée des emplois pour les jeunes de Colobane Gouy Mouride, mais en même temps, comme le font les Turcs qui sont à côté, qui viennent d'autres pays pour venir investir, c'est les mêmes machines, hein? C'est les mêmes machines qui ont été commandées. Nous, à Colobane Gouy Mouride, l'association s'est dit, ok, on crée la même entreprise, on crée des emplois, on fait des bénéfices, au profit des populations de Colobane Gouy Mouride en général. Une population de 40 000 habitants pour 17 quartiers, vous voyez ce que ça fait. Donc le challenge, il est là, il y a du travail qui doit être fait. Peut-être dans 3 ans, 4 ans, en fonction des moyens qui seront regroupés. On espère aussi que ce soit d'ici 1 an que tout sera au top. Le Maulid 2024, c'est dans quelques jours, le 15 exactement de ce mois. L'ASCOSEN, l'association nationale, l'association des consommateurs du Sénégal, qui attire l'attention de l'agence de régulation des marchés pour un approvisionnement du marché en oignons. Et cela à quelques jours de l'événement. Selon son vice-président, plusieurs stocks d'oignons sont disponibles en Banne et dans d'autres localités du pays. Mais si ces produits, disent-ils, ne sont pas acheminés vers les consommateurs, l'oignon risque d'être introuvable. Mohamed Sen plutôt, vice-président de l'ASCOSEN, que nous suivons. Nous avons été en Banne pour voir la disponibilité de l'oignon. Effectivement, il y a un stock, mais nous avons attiré l'attention de l'agence de régulation de marché pour que ce stock-là aille aux consommateurs sénégalais, là où il se trouve, et à l'ARM de faire le relevé journalier de toutes les régions du Sénégal. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas assez d'oignons à travers le marché national. Et nous attirons l'attention et nous la prenons à témoin que nous allons vers le Maouloud
Avoir de l'oignon en banne, certes c'est vrai, mais avoir l'oignon à travers le Sénégal, c'est un autre problème. Et à elle de remplir sa mission première. Et nous avons attiré cette attention-là, ce jour-là en banne. Et nous osons espérer que le consommateur aura son oignon là où il se trouve et l'oignon aussi sera de qualité. C'est ce que nous avons demandé au ministre en charge du commerce et de l'industrie. Mohamed Sissé, le vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN. Tivaouane, justement, qui va abriter beaucoup de monde lors du Mawlud, se prépare déjà et commence à se parer de ses plus beaux habits. Vous l'avez certainement constaté sur ces images, les moustarchidines qui sont fortement mobilisés ce samedi pour nettoyer les champs de course. Ils étaient venus de plusieurs localités du pays. Le porte-parole des talibés qui annonce par ailleurs que Serigne Moustapha Sy, leur guide, va livrer un message fort lors du Gamou. Un reportage signé Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les moustachidines ont pris d'assaut tôt ce matin le champ des courses de Tivaouane pour le nettoyage des lieux. Ils sont armés de balais, de houes, de râteaux. Les moustachidines ou les moustachidati ont bien respecté les consignes. C'est une habitude, une date habituelle pour les moustachidines de se retrouver ici chaque année pour nettoyer les champs de course, pour préparer le Mawlid. Vous l'avez constaté, chaque année, ils viennent avec ferveur, discipline et détermination. Cette année aussi n'a pas été une exception. Les fidèles sont venus nombreux dès l'aube et le travail a été effectué en un laps de temps très court. Malgré la grande superficie de ce site, les jeunes très déterminés et très engagés ont fait le travail en quelques minutes, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez vu, exprime toute sa satisfaction et révèle que le responsable moral du Daïra Serigne Moustapha Sy va délivrer un message fort lors du Gamou de Tivaouane. Vous savez, Serigne Moustapha Sy est un responsable, est un guide spirituel multidimensionnel, un intellectuel hors pair, un guide spirituel, un leader tout court, qui porte en lui l'espoir de toute une jeunesse. Comme chaque année aussi, il nous tient un discours d'orientation, puisé dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Mohammed est une référence. Le champ des courses de Tivaouane avait fait le plein. Les talibés étaient venus de Thiès, Dakar, Tivaouane, Taïba Ndiaye et les villages environnants. Ils ont mis les bouchées doubles pour rendre le champ de course très propre. Gandiol a célébré la 198e édition de la bataille de Safilem. Cet événement célèbre la première défaite de l'armée coloniale en Afrique occidentale française. Désormais, l'événement est inclus dans l'agenda culturel du Sénégal. Ousseynou Diop et Habib Seck dans ce reportage. La commune de Gandiol a célébré la 198e édition de la bataille de Safilem. C'est ici où l'armée française a eu la première défaite en Afrique occidentale française. Sous la houlette du dieu d'alors, Mamfarba Yassine Dane, qui avec les Gandiol avait réussi à battre à la culture l'armée coloniale française d'alors. Cette bataille même, cette défaite même marque cet événement même marque la première défaite de l'armée coloniale française en AEF. L'événement a vu la participation de tous les acteurs culturels du pays. Du côté de l'État, le conseiller technique du ministère de la Solidarité et de la Famille rappelle l'importance de cette activité qui symbolise la bravoure des fils du Gandiol. Que ce fait historique soit enseigné, soit ressorti des tiroirs pour être enseigné aux Sénégalais, parce que ça fait partie de ce qui contribue à la fierté nationale. Gandiol ressuscite un plan de sa glorieuse histoire qui a eu lieu les 3 et 4 septembre 1826. Les fils de Gandiol ont profité de cette rencontre pour la revalorisation des activités des femmes de la commune. On a vu tout à l'heure avec les groupements de femmes qui ont eu à faire des expositions sur des produits transformés. Et ça aussi, c'est des activités génératrices de revenus qui poussent à booster également l'autonomisation de la famille et de la solidarité, a pris l'engagement d'accompagner les groupements de femmes. Désormais, l'événement est inclus dans l'agenda culturel du Sénégal. Selon le représentant du ministre de la Femme et de la Solidarité, les Gandiol saluent l'engagement pris par les nouvelles autorités pour célébrer la bravoure de leurs ancêtres.
Nous ouvrons à présent la page sportive de ce journal et c'est pour revenir sur la première journée des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 au Maroc. Vous le savez, le Sénégal qui a accueilli hier le Burkina Faso ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et a concédé le match nul un but partout. Les Sénégalais avaient ouvert le score par l'entremise de Sadio Mané dès la 15e minute de jeu. C'est la fin de la rencontre dans le temps additionnel que les Burkinabés ont finalement égalisé. Et là-dessus, nous allons d'ailleurs écoutez ce reportage signé Cheikh Sadibou Diarra. Rigidité tactique, inefficacité offensive, défaillance physique et mentale, autant de mots diagnostiqués au Sénégal tenu en échec par le Burkina Faso, stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Inquiétant pour les Lions qui se font encore rattraper au score. Nous avons l'impression de tomber dans les travers anciens qu'on avait oubliés. Notre équipe sème le doute. Nous n'avons plus cette confiance-là parce que tout simplement nous sommes incapables aujourd'hui de produire du jeu efficace en marquant des buts. Nous sommes incapables de mettre un rythme soutenu et de l'intensité dans un match chez nous pour empêcher l'adversaire de prendre confiance. Nous sommes incapables de conserver un résultat. Donc ça, c'est des inquiétudes qui sont là et il faut tout de suite corriger. Une prestation à double visage, un pressing pas coordonné, une subite baisse de régime physique qui interroge. Dans cette intensité-là, on voyait peut-être Jackson, on voyait Gana Gueye, mais il y avait de l'insuffisance chez Pape Matar Sarr et Pape Gueye qui n'ont pas suffisamment été dans le timing, dans le tempo de pressing avec les attaquants, ce qui a apporté au football cassé une distanciation entre certaines lignes. Il n'y a pas d'intensité, les courses ne sont pas franches, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de détermination, on a une mauvaise lecture. Pourquoi l'équipe recule subitement dans un match? On ne comprend pas. Tu parles tantôt de l'état physique des joueurs, mais écoutez, c'est des professionnels. Un deuxième nul de suite à domicile, chaque fois dans les derniers instants de la partie. La responsabilité d'Aliou Cissé est soulevée. Ici, le bloc d'équipe dans le camp adverse, faire un pressing sur les défenses pour leur empêcher la race, couper les transitions et anticiper sur des passes brisquées ou harceler le défenseur pour provoquer la perte de balle et marquer un but. Ça, nous savons le faire. Nous en avons réussi des matchs comme ça. Donc pour moi, c'est une bonne approche. D'ailleurs, on a marqué un but sur ce coup-là. Il est libre de faire ses choix. C'est sa liberté. Mais c'est sa responsabilité aussi, c'est de nous donner des résultats. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à jouer des matchs où on a peur jusqu'à la fin. Un début de désamour entre le public et le sélectionneur a remédié. Une victoire face au Burundi ce lundi serait un premier pas. Juste après ce nul frustrant à domicile, les Sénégalais ont rallié le Malawi. C'est dans ce pays où le Burundi va accueillir donc le Sénégal lundi prochain dans le cadre de la deuxième journée de ses qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 au Maroc. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Les joueurs sont unanimes à reconnaître cela. Nous les suivons dans ce micro, au micro plutôt, de Cheikh Sadibou Diarra et de Amadouba. Nous attendons d'avoir la réaction des joueurs sénégalais après donc ce match frustrant. C'est qu'on a une certaine... Tous les autres, on sait qu'on est attendu en Afrique partout. C'est qu'on a une certaine pression et il va falloir l'assumer et aller chercher des points. Dieu en a voulu ainsi. Aujourd'hui, il faut qu'on continue à travailler. On sait que c'est 2 points de perdus. On va essayer de rattraper ça au Malawi contre le Burundi. Et revenir à la maison, reprendre notre domination parce que ça fait 2 matchs qu'on fait de matchs nuls à domicile. Et on sait que voilà, le Burundi a gagné, on a 1 point. On va essayer de gagner ce match contre eux pour être à 4 points à la fin de ces 2 journées, ça sera bien. Mais ça va être difficile, vous savez, rien n'est facile pour nous. Il y a grand chose aujourd'hui en espace de 2 jours. On va voyager ce soir, on arrivera là-bas pratiquement, on n'aura pas d'entraînement. Mais c'est surtout remobiliser mes garçons, leur donner encore beaucoup plus confiance parce qu'ils ont été déçus aussi de ce résultat-là. C'est les débuts des qualifications. Il nous reste encore des matchs, il nous reste encore 5 matchs à jouer. Donc le prochain c'est contre le Burundi. À nous de nous remobiliser rapidement et aller faire un bon résultat au Burundi. Balle orange, basketball. Et nous parlons de l'Afrobasket U18 réservé aux messieurs. Le Sénégal prend part à cette compétition qui se déroule en Afrique du Sud, c'est à Pretoria.
Ce samedi, le Sénégal a battu la Côte d'Ivoire difficilement, 69-63 lors de la deuxième journée. Un match remporté grâce à une bonne défense selon Parfait Adjuvant, le sélectionneur des Lionceaux que nous écoutons. La clé du match, c'était la défense quand même. La défense, de faire une défense agressive parce qu'ils faisaient beaucoup de drive. Il fallait faire une défense zone presse, zone presse, zone, match-up avec beaucoup de calcul et tout ça. Mais après, il y a eu beaucoup de failles, surtout, il y avait eu d'énormes problèmes, surtout au niveau du pick and roll. On a été agressif en défense, on les a poussés à faire beaucoup de pertes de balles. Ils ont fait 22 pertes de balles qui nous ont donné 12 points, donc ils nous ont donné 19 points. Donc c'est une bonne chose. Il faut faire tout pour réduire ces pertes de balles-là. 18 pertes de balles, c'est alarmant. C'est dû surtout à des précipitations. Regardez, notre numéro 11, il fait beaucoup de pertes de balles, il est trop pressé. Regardez, au niveau des tirs à 3 points, on est à 1 sur 17. Tous les tirs ont été précipités. Tous les tirs ont été précipités. Donc il faut quand même qu'on puisse régler ça, qu'on ait beaucoup de patience quand même au niveau de nos attaques. Il y a aussi un problème, surtout au niveau de la rotation défensive, l'aide de l'aide. Il faut qu'on puisse régler ça avant le match contre le Cameroun, qui va être vraiment un match compliqué, un match difficile, parce qu'il nous faut chercher la qualification. Parfait Adjuvant, l'entraîneur de l'équipe nationale U18 garçon du Sénégal qui prend part donc à l'Afrobasket qui leur est réservé. À noter que pour sa troisième sortie en phase de groupe, le Sénégal va rencontrer le Cameroun lundi à partir de 13h. À l'entame du tournoi, le Sénégal avait chuté lourdement devant le Mali. Merci d'avoir suivi donc le journal. Très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média et excellent week-end à vous.